Alors, pour celles et ceux qui s'étonneraient d'entendre encore un homme aujourd'hui parler de ces questions d'égalité femmes-hommes, je rappelle qu'en principe, Marie Donzel devait être avec moi aujourd'hui, mais qu'elle est à l'isolement et que ce n'est pas moi qui parle, mais bien les intervenantes et les expertes qui interviennent aujourd'hui au Printemps des Fameuses. Insa Felassini, vous en faites partie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet événement. Vous êtes juriste, directrice et fondatrice de Lean In France, une association pour favoriser l'empowerment économique des femmes et qui les outils pour se placer dans les meilleures dispositions pour bien négocier. Vous allez nous dire ce qu'est cette notion de juste valeur, comment on la met en rapport avec la question de la rémunération. Alors merci pour cette question Eric, merci pour l'invitation également. Alors effectivement, moi l'ADN de mon travail c'est de mettre en perspective la notion de juste valeur, la mettre en perspective sur le marché du travail avec la notion de rémunération. Comme vous l'avez dit, je suis avocate de formation, je suis aujourd'hui juriste financier, je travaille en banque. Et ce que le droit et la finance m'ont appris, c'est que tout a une valeur sur le marché. C'est-à-dire, si vous prenez une baguette de pain à Paris, on voit que la baguette de pain sur le marché de la baguette de pain est dans une fourchette entre 80 centimes d'euros et 1,20 €. Eh bien, moi, ce que j'essaye de dire aux femmes et aux entreprises et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, et ce que j'essaye de propager avec mon discours, c'est vous, femmes et hommes, mais notamment les femmes, puisqu'ici c'est notre sujet, vous aussi, vous avez une valeur, votre profil, c'est-à-dire vos compétences, votre expertise et votre expérience qui font de vous une professionnelle sur le marché de l'emploi a une valeur. Et cette valeur-là, il est important de la connaître, de la découvrir, de l'assumer et ensuite de la défendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé donc cette initiative-là sur l'égalité salariale « Ma juste valeur ». Car quand on parle de négociation de rémunération, très souvent, et dans l'inconscient collectif, on a le sentiment que négocier sa rémunération, c'est du domaine de la manipulation, c'est du domaine un peu de la fourberie, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment valorisé. Alors qu'en réalité, négocier sa rémunération, ce n'est pas du tout ça. Négocier sa rémunération, ça veut dire aller découvrir sa juste valeur sur le marché du travail et sur le marché de l'emploi. Et ensuite, arriver avec cette fourchette-là et la demander pour l'obtenir avec la bonne sémantique face au recruteur ou au futur employeur. Et lorsqu'on est dans un cadre de renégociation de rémunération, de savoir la vocaliser de manière saine et sereine afin de ne pas rentrer soit dans un tsunami émotionnel, puisque la notion d'argent est très émotionnalisée, soit dans un rapport conflictuel avec son employeur. Alors, on en reparlera tout à l'heure de cette manière d'évaluer sa juste valeur, mais peut-être pour commencer, puisque votre association est un mouvement collectif, vous avez fait un tour de France et même un tour du monde de la juste valeur. C'est bien que vous avez été en contact avec un nombre de personnes important. Je crois que c'est 250 000 personnes qui ont été sensibilisées, et puis 5 000 formées. Qu'est-ce que vous avez retenu de points communs? On a parlé d'embarras, on a parlé de la question de l'argent, on a parlé de tabou, en tout cas on a évoqué ces sujets-là. Quels sont les points communs, quelles que soient les cultures et les pays du monde, qu'on peut retrouver sur cette question de la négociation salariale et des femmes? Absolument, Eric. En fait, pour revenir sur ces chiffres et pour donner un peu plus d'éléments de contexte, afin que les auditrices et les auditeurs les comprennent un peu mieux, depuis 2018, je tourne en France et dans le monde avec cet atelier de négociation de rémunération que j'ai appelé « Ma juste valeur », pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et donc, j'ai fait un tour de France de la négociation en 2018, un tour du monde de la négociation en 2018, et je suis allée dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, évidemment l'Europe. Ensuite, suite à ce tour du monde, en 2020, nous avons lancé le podcast Ma Juste Valeur, qui est une série d'épisodes qui ont pour vocation d'empouvoirer les femmes et de leur donner des outils concrets quand il s'agit de négocier sa rémunération. Et en un an, quand on a fait les calculs, parce que j'adore les datas, on s'est aperçu qu'il y avait 250 000 femmes qui avaient été sensibilisées à la négociation de rémunération. Je reviendrai sur ce terme sensibiliser parce qu'il est important, de le préciser. Pourquoi on parle de sensibiliser? Le podcast a sensibilisé 250 000 femmes à la négociation de rémunération, car je suis convaincue qu'on n'apprend pas aux femmes à négocier leur salaire en 2 heures, ou en 1 heure, ou en 30 minutes. C'est pas possible. De la même manière qu'on n'apprend pas à conduire en 2 heures, on n'apprend pas aux femmes à négocier leur rémunération en 2 heures. En revanche, on peut leur apprendre à négocier leur rémunération
à travers une formation, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est le cas de Ma Juste Valeur, qui est une formation e-learning de 9 heures, qui est à destination des femmes et de tous les acteurs et les actrices du marché du travail. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée quand j'ai rencontré toutes ces femmes-là, c'est qu'en fait, malgré cette fausse croyance que tout le monde a dans cet inconscient collectif et qu'on véhicule, juste le mérite ne suffit pas. C'est-à-dire que les femmes sont dans cette posture qui est très bonne élève et qui pensent que, comme à l'école, le travail, le bon travail, elles font ce parallèle-là qui est assez facilement faisable, effectivement, où elles se disent, comme à l'école, mon travail sera mis en lumière par mon employeur, mon manager va bien s'apercevoir à un moment que mon périmètre d'activité est plus élevé que mon collègue masculin, que je travaille plus d'heures ou que je travaille moins d'heures mais que je suis plus efficace, etc. Et du coup, elles sont dans cette posture où elles attendent l'augmentation de rémunération. Elles attendent d'être rémunérées à leur juste valeur, elles attendent d'être reconnues à leur juste valeur. Alors que la réalité, c'est que dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise tout particulièrement, le mérite seul ne suffit pas. Il faut apprendre le savoir-faire, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Il faut apprendre à ces femmes-là, il faut leur donner les règles du jeu du monde de l'entreprise et du marché du travail et leur dire, moi c'est la première règle que je partage dans mes formations, mes ateliers, les masterclass, le podcast, etc. Dans toutes les initiatives que j'ai autour de Ma Juste Valeur, c'est si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Et c'est la première règle du jeu. Et la difficulté, c'est que la plupart des femmes ne savent pas vocaliser leur juste valeur. Elles ne savent pas déjà comment aller la découvrir sur le marché du travail. Le marché de l'emploi, c'est un endroit qui est virtuel, qui est composé d'un maquis d'informations. Il est hyper compliqué d'aller découvrir sa juste valeur. Et une fois qu'on l'a découverte, une fois qu'on a dépassé cette étape-là, il est compliqué de l'assumer déjà dans un premier temps. Et ça, on pourra y revenir parce que le rapport des femmes et l'argent, on le voit aujourd'hui avec cet événement-là, il est très compliqué, d'autant plus en France et dans la culture française. Et après d'aller la vocaliser pour la défendre face à son employeur. Alors, on reviendra sur le côté boîte à outils, mais là, on est sur les stéréotypes finalement, ou les attendus, les a priori. Vous en avez évoqué un, à peu près transversal, si j'ai bien compris, c'est cette notion de reconnaissance. Si je travaille bien, mon mérite sera reconnu. Et du coup, j'en serai récompensé. Ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas, c'est un point commun. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a des tabous particuliers ou est-ce qu'il y a des différences entre certaines cultures auxquelles vous avez été confrontés ? Est-ce qu'il y a des endroits du monde où les femmes sont plus à l'aise avec la question de l'argent et d'autres moins ? On s'aperçoit quand même qu'il y a un dénominateur commun qui est effectivement celui de la reconnaissance et du mérite, de la posture qu'on a face à la négociation. On a aussi ce tabou commun et ce dénominateur commun qui est celui des femmes et de l'argent. Qu'on soit aux États-Unis, en France, à Ouagadougou ou au Pakistan, il est très compliqué pour une femme de s'emparer de cette question d'argent. Pour faire un parallèle, lorsqu'un homme, et ça c'est ce qu'on appelle un biais de genre, lorsqu'un homme vocalise sa juste valeur de manière assertive, on lui attribuera des qualités de leadership, alors que lorsqu'une femme se l'approprie et s'empare de cette notion-là et souhaite vocaliser sa juste valeur face à un employeur ou un recruteur, la difficulté, c'est qu'immédiatement, dans le cerveau de l'employeur, elle est taxée un peu de vénale. Et je pense que toutes celles qui nous écoutent ont pu avoir cette expérience-là. À un moment donné, on a toutes eu la réflexion de « oui, mais vous, c'est l'argent qui vous intéresse ». Et ça, c'est assez intéressant de le voir et on peut le déconstruire un peu, cette notion-là, et comprendre pourquoi on réfléchit de cette manière-là. Mais moi, ce qui m'importe le plus, parce que finalement, on a vu avec la qualité des intervenantes que vous avez reçues aujourd'hui, que vous allez continuer à recevoir, on peut essayer de comprendre pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des solutions. Et c'est pour ça que j'ai construit Ma Juste Valeur. Alors, allons-y. On a parlé de boîte à outils. Quels sont les conseils que vous pouvez donner dans le cadre des formations que vous effectuez ou des actions de sensibilisation ? Concrètement, quels conseils vous donnez ? Alors, moi, je suis partie du constat que les femmes ne connaissaient pas leur juste valeur. Et ça commence dès le début, c'est-à-dire lorsqu'on pose la question aux femmes en leur disant « quelle est ta rémunération ?», la plupart vont vous parler de leur salaire net, c'est-à-dire le salaire qui se trouve en bas à droite de leur fiche de paye. Mais elles ne savent pas tous les éléments qui composent leur rémunération. Et ça commence par là, en fait. Quelle est votre rémunération ? Alors, la première chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est de leur dire, mesdames, allez découvrir quelle est votre rémunération. Votre rémunération globale, c'est votre rémunération fixe, votre rémunération variable, qui est composée d'intéressement participation lorsqu'on gratifie la performance collective, mais également lorsqu'on gratifie la performance personnelle, ça s'appelle les bonus et les primes, mais également les avantages en nature. Les avantages en nature
sont un levier qui est très très peu connu par les femmes. Et les avantages en nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire être payé un 4/5e alors être payé plein temps alors qu'on travaille un 4/5e. Ça veut dire une voiture de fonction. Ça veut dire des tickets restaurants. Ça veut dire quelquefois, même si c'est très peu le cas en France, mais un logement de fonction. Ça veut dire aussi une bonne couverture mutuelle. Voilà, il y a tout un set d'avantages en nature qui ne sont pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais qui, lors du calcul global de la rémunération, ont pour effet de venir augmenter votre niveau de rémunération. Alors ça, sont des arguments annexes par rapport à la rémunération du socle salarial. Mais y a-t-il d'autres conseils que vous donnez dans le cadre de ces formations, par exemple sur la réponse à certaines objections qui sont envoyées par les employeurs ou les RH? Alors, merci pour cette question, Eric, que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que moi, j'ai toujours pour habitude de dire que négocier sa rémunération, c'est d'abord, 1, savoir ce que l'on vaut sur le marché du travail, 2, savoir ce que l'on veut, et 3, apprendre à le demander. Pourquoi apprendre à le demander? Parce qu'on l'a vu et on va encore le revoir et on est tous au courant de cette chose-là. L'argent, c'est une notion qui est très émotionnalisée. Ça veut dire que quand on se saisit de cette discussion-là et qu'on parle argent et qu'on échange sur l'argent, malheureusement, il y a des biais de genre, on l'a vu, mais également tout un set d'émotions qui est différent en fonction de son interlocuteur ou de son interlocutrice et du rapport qu'il ou elle a avec l'argent. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous allez voir votre manager, ou quelqu'un de votre hiérarchie, et que vous lui demandez une augmentation de rémunération, là, il va avoir ou elle va avoir tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. Et en fonction de la politique de l'entreprise, etc., ça va être un petit peu compliqué à mener ce projet à terme. En revanche, si vous lui formulez les choses de la manière suivante, j'ai calculé mon ratio contribution à l'entreprise et à cette équipe et rétribution, c'est-à-dire ma rémunération, il apparaît que celui-ci est déséquilibré. J'aimerais donc étudier avec vous les possibilités d'avoir un réajustement ou un rééquilibrage de salaire. Et là, vous voyez, vous rationalisez la discussion. On n'est pas dans l'émotion. On ne parle pas du petit qui part faire ses études à l'étranger et donc que vous avez besoin d'argent supplémentaire pour l'envoyer terminer ses études. Vous ne parlez pas du fait que vous venez d'agrandir votre famille et que vous avez besoin de déménager. Vous rationalisez les choses, vous sortez de l'émotion et vous faites appel aux parties rationnelles du cerveau de votre employeur. Et mieux que ça, en fait, vous basez votre demande sur des faits qui sont vérifiables et donc difficilement contestables. Alors ça, je veux bien, j'entends, mais du coup, comment on calcule ça à juste valeur? Parce que là, pour le coup, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, c'est embarras à évaluer ce qu'on vaut. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la transparence salariale n'existe pas. Sur quoi on se base pour avoir des datas, comme vous en parliez tout à l'heure? Alors moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, ce n'est pas d'opposer les hommes et les femmes. C'est pas de se dire moi je veux me comparer, etc. On sait que les inégalités salariales existent, etc. On va pas revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les femmes arrêtent d'être des satellites autour de l'astre et commencent à devenir un astre. C'est-à-dire qu'elles se focalisent sur leur propre expérience. Et pour ce faire, c'est très simple. Lorsqu'on décide de changer d'emploi et lorsqu'on est dans une volonté de négocier son salaire d'entrée, il y a une méthode qui est très simple que je partage dans le podcast, dans mes formations, qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices. Encore une fois, les juristes parmi vous comprendront pourquoi je l'ai appelée la méthode du faisceau d'indices. Pourquoi? Comme on l'a vu... Les amateurs de série peuvent aussi se faire une petite idée. Aussi. Comme on l'a vu et comme je l'ai dit auparavant, il est très compliqué, le marché de l'emploi et le marché du travail est un monde virtuel où il est très compliqué d'aller trouver des informations. Donc on va procéder par étapes. La première étape, on va aller googliser son nom de poste, chef de projet par exemple, et on va avoir tout un set d'offres d'emploi qui vont être là et qui vont nous donner des fois une fourchette de rémunération. On arrive donc avec cette première recherche-là, on fait émerger une première fourchette qui, en général, est assez large. Deuxième étape, on va s'enquérir auprès des études de rémunération qui sont émises chaque année par de grands cabinets de recrutement. Et aussi, on fait jouer le réseau. C'est-à-dire qu'on
on va aller contacter son réseau, soit sur LinkedIn, soit ses anciens collègues, soit ses camarades de promotion, etc., son réseau proche et lointain. Ou même, quelquefois, moi, j'invite les gens à aller interroger des personnes sur LinkedIn qui font ce job que on ne fait pas encore, pour aller leur demander de les aiguiller sur la rémunération. L'idée, évidemment, c'est pas de leur demander de but en blanc leur rémunération, mais plutôt de leur dire quelque chose de cet acabit. Je suis en train de rechercher ma juste valeur sur le marché de l'emploi. J'ai découvert une fourchette entre 10 et 20. J'aimerais l'affiner. Est-ce que tu pourrais m'aider à l'affiner ? Une fois qu'on a affiné cette fourchette-là, et c'est la troisième étape, on passe à la confirmation. Et la confirmation, pour moi, est la meilleure manière de confirmer sa juste valeur sur le marché de l'emploi, c'est de passer des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu. Pourquoi ? Parce qu'on va demander l'information à la source, c'est-à-dire aux recruteurs. Et l'idée, évidemment, c'est pas de perdre son temps avec les recruteurs et pas de leur perdre... Vous allez faire des copains chez les DRH, là. Mais c'est déjà mes copains, parce que l'idée, ce n'est pas de leur faire perdre leur temps. L'idée, c'est de découvrir quel est le budget qui est attribué à un poste et le poste sur lequel on se positionne. Ça, c'est pour la négo d'entrée. Après, pour la renégociation du salaire d'entrée, de la renégociation de la rémunération, quand on est déjà en place en entreprise, il y a un outil que j'ai développé et que j'ai appelé le ratio contribution-rétribution, qui est très simple. C'est un outil de mesure de votre contribution générale à une équipe, à une entreprise. Et c'est très simple. Vous prenez une feuille, vous la divisez en deux. À gauche, vous mettez contribution. À droite, vous mettrez rétribution. Dans la contribution, en fait, c'est un reporting de vos tâches. Quel est le contenu de votre poste ? Quel est votre périmètre d'activité ? Sur quel projet vous avez travaillé cette année ? Et des fois, on voit bien que on peut avoir été recruté il y a 2, 3 ou 4 ans sur un poste de chef de projet, mais chemin faisant, notre périmètre s'est élargi, le contenu de notre poste s'est élargi, nos responsabilités au sein de l'équipe et de l'entreprise se sont élargies. En revanche, quelquefois, et très souvent, notre rémunération ne s'est pas élargie et n'a pas évolué. Et là, donc, sur le côté gauche, vous marquez toute votre contribution à l'entreprise, à l'équipe, de manière générale, vous les listez. Et à droite, vous listez votre rémunération globale. Fixe, prime, donc variable, comme je l'ai expliqué préalablement, et avantage en nature. Et là, vous comparez. Vous comparez, bien sûr, en regardant si c'est équilibré. Si votre contribution est équilibrée par rapport à votre rétribution, vous êtes rémunéré à votre juste valeur. Mais si votre rétribution est déséquilibrée par rapport à votre contribution, alors vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Et cet outil-là, quand vous allez vocaliser votre volonté d'obtenir un réajustement de rémunération, vous allez l'utiliser. C'est un outil qui est mathématique, qui est quasi même, je dirais, scientifique. Et donc, c'est un fait. Et comme nous le savons, les faits sont difficilement contestables parce qu'ils sont vérifiables. Et donc, face à ça, votre employeur, votre manager, en tout cas votre hiérarchie, peut difficilement vous refuser une augmentation de rémunération. Alors, j'entends bien votre conseil en rationalisation de la démarche. Malgré tout, comment on fait quand on est renvoyé à des questions qui sont plus souvent posées à des femmes qu'à des hommes, qui relèvent de la vie privée ou du registre émotionnel, par exemple des questions sur les enfants qui sont assez facilement servies quand on arrive sur une négociation salariale. Alors effectivement, beaucoup de... Le temps de travail, etc. Alors effectivement, beaucoup de femmes font cette expérience-là de remarquer que quelquefois, lors de l'entretien d'embauche, il y a des questions qui sont parfaitement indélicates. Pas seulement l'entretien d'embauche, mais en particulier, oui. Alors, au départ, si on commence par le départ, donc lors de la négociation du salaire d'entrée, c'est lors de l'entretien d'embauche, mais quelquefois aussi, comme vous l'avez justement précisé, Eric, lors de l'entretien annuel de performance et d'évaluation, on leur fait remarquer des choses qui ne sont pas acceptables. On va donner un exemple concret. Si vous êtes dans un entretien d'embauche et qu'on vous demande si vous avez l'intention d'avoir des enfants, ou si vous avez une nounou qui est disponible pour garder vos enfants. On rappelle que c'est interdit, mais ça peut quand même arriver. Alors, la difficulté, c'est que quand on est dans une posture de demande, il est compliqué de vocaliser le fait que c'est interdit, parce qu'on se dit, on va braquer notre interlocuteur. Donc, si on le braque, il va peut-être mettre notre candidature, il va la balayer du revers de la main. Et donc, la réalité, c'est que moi, j'ai besoin de ce poste-là. Moi, j'ai tout un set de réponses à faire qui sont rationnelles, qui sont du domaine de la rationalité, donc pas de l'émotion, et qui ont pour objectif de remettre l'interlocuteur ou l'interlocutrice à sa place, mais de manière très sereine et saine.
Et donc, dans ce cas-là, il est très simple, en lui disant « Chère madame ou cher monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que cette typologie de questions est illégale dans le cadre d'un recrutement. J'aurais plaisir à vous répondre, mais que les choses soient claires. Je ne veux pas que ma vie privée interfère dans ma vie professionnelle, en tout cas à ce stade-là. » Voilà, on désémotionnalise, on ne s'énerve pas, on ne rentre pas dans un tsunami émotionnel, mais de la même manière, on vocalise sa juste valeur en remettant son interlocuteur à sa place. De la même manière, quand on est lors d'un entretien annuel de performance et que notre manager nous dit écoute Insaf, depuis la naissance de ton petit, moi j'ai cru comprendre que voilà, tu avais besoin de plus de temps, donc j'ai décidé de vider un peu le contenu de ton poste. Cher Eric, chère Mélanie. Moi, je ne ferai jamais ça. Non, mais pour donner un exemple, cher X ou cher Y, alors j'aurais aimé que tu m'en parles j'aurais aimé que tu m'en parles et qu'on échange avant que tu sautes sur des déductions et que tu les fasses par toi-même. Sache que le fait d'avoir un enfant ne m'a pas enlevé une partie de mon cerveau et que j'ai toujours l'intention et la ferme intention d'être engagée dans mon poste. Et donc, je voudrais récupérer l'émission que tu m'as enlevée ou l'émission que tu pensais m'enlever. Voilà, en fait, ça, c'est des exemples et je vous réponds comme ça à brûle pour point. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se préparer. Et c'est la raison pour laquelle que je dis toujours, négocier et renégocier, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un muscle qui s'entretient de la même manière qu'on apprend à conduire une voiture, et on ne peut pas le faire en 2 heures, de la manière dont on se muscle le dos, qu'on se muscle les bras, etc., qu'on apprend à faire du vélo. Ce n'est pas des choses qu'on apprend rapidement comme ça, c'est quelque chose qui demande une formation. Pourquoi ? Parce que justement, le problème, c'est que la plupart des femmes vont négocier en se basant sur leur niveau de confiance en elles plutôt que sur leur niveau de compétence, d'expertise et d'expérience. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que notamment, vous n'incitez pas les femmes à oser, mais vous leur dites préparez-vous. Vous n'avez pas cité cette formule qui est souvent envoyée aux femmes. Oser négocier. En fait, les études montrent que les femmes, finalement, osent négocier. Malgré tout, quand elles le font, elles sont toujours moins satisfaites que les hommes, à peu près à 25% d'écart entre les filles, les hommes et les femmes sur cette question-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ces résistances ? En particulier, un employeur aura vite fait de considérer que s'il ne satisfait pas un homme, il a des risques de le voir s'échapper dans l'année qui vient, alors que pour une femme, il va estimer à 2 ans le temps qu'il lui reste peut-être pour continuer de la conquérir. Est-ce qu'il y a encore des forces telluriques aussi importantes qui existent ? Alors encore merci pour cette question parce que je la trouve particulièrement pertinente et ça va beaucoup aider les auditrices et les auditeurs. Moi, j'illustre toujours mon propos avec cette image-là. La problématique des femmes sur le marché du travail, c'est qu'on leur donne un pass pour aller à la piscine en leur disant, voilà, vous avez un pass, vous pouvez aller à la piscine quand vous voulez. Donc elles prennent ce pass, elles l'utilisent, elles vont à la piscine. En arrivant à la piscine, elles voient des gens nager et elles s'aperçoivent qu'on ne leur a jamais appris à nager. Et très souvent, on leur dit, mais sois audacieuse, il faut que tu oses, plonge dans le bain, tu vas voir, tu vas te débrouiller, etc. Mais la réalité, c'est qu'il ne suffit pas d'être audacieuse. Et c'est pour ça que moi, je ne dis pas aux femmes, osez, soyez audacieuses, etc. Moi, je dis plutôt, formez-vous aux éventualités, pour que les circonstances, pour pouvoir être en mesure d'adapter les circonstances à votre réalité. Parce que la réalité, comme vous l'avez justement dit, Eric, c'est que les femmes osent. On l'a vu avec le cas Pinterest récemment cet automne. Les femmes osent, les femmes réclament un salaire à leur juste valeur, etc. Mais la problématique, c'est que vous pouvez être la meilleure négociatrice au monde. Si en face de vous, vous êtes face à un employeur qui refuse de vous rémunérer à votre juste valeur, vous n'allez rien pouvoir faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé ma juste valeur en pensant aux 2 volets de cette problématique. Effectivement, il faut apprendre aux femmes à négocier leur rémunération. Ça, c'est un fait, on l'a vu, on le dit, on le redit, mais ça, c'est certain. Mais ce qu'il faut également faire, c'est apprendre et accompagner les entreprises à revaloriser et à organiser la juste reconnaissance de la contribution de leur talent féminin. Parce que moi, je suis profondément convaincue qu'il n'y a pas un employeur qui se lève un matin en se disant « Chouette, aujourd'hui, je vais me faire une telle ou une telle ». C'est pas vrai. Je ne pense pas qu'il y ait des employeurs, que le monde de l'entreprise soit composé d'employeurs qui souhaitent et qui sont dans cette velléité de discriminer les femmes. Moi, je pense que les inégalités salariales, c'est un problème qui est systémique
et que les employeurs mettent la tête pour la plupart dans le sable en se disant « Ouh là 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 là, je ne veux pas reconnaître cette problématique-là parce que ça va me revenir comme un boomerang dans la figure. » Et donc, ils sont vraiment dans cette culpabilité-là. Et comme ils sont dans cette culpabilité-là, ils ne savent pas vraiment comment appréhender le sujet, etc. Moi, ce que je leur dis, c'est responsabilisez-vous. Sortez de la culpabilité, responsabilisez-vous. Il faut absolument former les lignes managériales et les lignes RH à la juste reconnaissance des talents féminins. Et c'est ce que je fais avec ma juste valeur. J'apprends aux femmes à négocier leur rémunération et j'aide les entreprises, mais pas que, les pouvoirs publics aussi, parce qu'il y aurait grand-chose à dire sur les pouvoirs publics, les écoles, les universités, à conduire le changement pour sortir de ce problème systémique des inégalités salariales. Ça, c'est un point important. Il faut aussi former les employeurs et pas seulement les salariés. Mais on va laisser peut-être aux internautes le temps de poser leurs questions. Je pense qu'on en a quelques-unes en ligne. Où pouvons-nous retrouver la formation Juste Valeur? Déjà, alors www.majustevaleur.com et comme vous l'avez compris, j'aime toujours aller un petit peu plus loin et j'aimerais bien inonder toutes les femmes de cette terre avec cet outil qui peut leur apprendre concrètement à défendre leur juste valeur sur le marché de l'emploi et du travail. On a aussi lancé en partenariat avec Capgemini cette année la version anglaise et internationale de Ma Juste Valeur qui s'appelle My Fair Value et pour la retrouver, pour les anglophones parmi vous, c'est myfairvalue.org. Alors, on a parlé des questions des internautes. J'ai vu un petit compliment aussi passer au passage. Merci, en effet, on passe pour des vénales ou des prétentieuses aussi. Comment agir pour diminuer ce biais cognitif ? Alors moi, je pense que la meilleure façon d'agir pour diminuer ce biais de genre et ce biais cognitif, c'est de former le monde de l'entreprise. On le voit, on a la chance d'avoir des DRH et des directrices ou des directeurs RSE qui sont vraiment engagés pour l'égalité. Et moi, je suis convaincue que le changement en entreprise et endiguer les inégalités salariales passe par l'humain. Ça va passer par les DRH, ça va passer par les directeurs et les directrices RSE. Et on le voit, je prends l'exemple, et je tiens à la saluer parce que vraiment, elle fait un travail exceptionnel. Je prends l'exemple de Sandrine Fouillet, qui est la directrice RSE de Capgemini. C'est quand même la première femme qui a proposé à son entreprise d'accueillir en 2018 un atelier de négociation à Nantes, dans les locaux de Capgemini. C'est aussi elle qui, 2 ans après, a suggéré de sponsoriser le podcast Ma Juste Valeur. Et c'est encore elle qui a décidé d'aller plus loin et de nous accompagner dans le lancement de My Fair Value en anglais. Donc voilà, les organisations, les associations, les individus seuls ne peuvent pas y arriver. On a besoin du concours des entreprises et surtout de l'humain, des DRH et des DRSE, des directeurs et des directrices RSE. Une autre question, je crois. Pourrions-nous prévoir cette formation à nos enfants dans leur scolarité? Alors merci pour cette question. Moi, il y a quelque chose encore que je trouve être un no-brainer, c'est que les universités, l'enseignement supérieur dans sa globalité, les écoles, universités, les ESC, etc., il n'y a pas de module d'enseignement sur la négociation de rémunération. C'est pourtant quelque chose de capital. Les jeunes étudiants sont balancés dans le marché de l'emploi. Très souvent, on leur apprend même pas à faire un CV, mais quand on leur apprend à faire un CV dans les career centers ou à mener un entretien d'embauche, on leur apprend pas à les découvrir leur juste valeur sur le marché de l'emploi. On leur apprend encore moins à l'assumer et on leur apprend encore moins à la défendre. Et c'est pour ça qu'on tombe dans l'écueil où les femmes vont négocier, et les hommes d'ailleurs, ils vont négocier en fonction de leur niveau de confiance en eux. Et on voit que les hommes, ils sont un peu plus assertifs et un peu plus à l'aise avec les questions d'argent. Et les femmes le sont un peu moins. Et du coup, dès l'entrée dans le marché de l'emploi et le marché du travail, on part avec des écarts de salaire de 2-3 kilo-euros par an, brut, mais ça augmente au niveau de l'année et on arrive à ça augmente au niveau en fonction des années et on arrive à ces chiffres qui sont parfaitement dramatiques. Je vais passer la parole à Clémence Levaux à Nantes, qui, je crois, a des questions à vous poser. À toi, Clémence. Oui, merci Eric. Bonjour INSAF. Merci beaucoup pour cet exposé très, très percutant. Ici, à Nantes et puis à Angers et Cherbourg aussi, on a Nego Training, qui est d'ailleurs en train de se développer aussi pour Paris et d'autres, et dans d'autres villes. La question que tout à l'heure, Sophie Bellec, qui nous parlait de Nego Training, nous disait que 2 tiers des femmes
qui ont suivi la formation sont en mesure derrière de demander et demandent quelque chose en plus. Pas forcément d'ailleurs du salaire, mais d'autres choses. Est-ce que vous avez aussi des études d'impact de vos travaux ? Absolument. C'était les chiffres que je partageais tout à l'heure. Alors, en 2020, on a vu qu'on a formé, donc on a vraiment formé, on n'a pas sensibilisé, parce que moi, je suis persuadée qu'on ne forme pas les femmes à la négociation de rémunération en 2 heures, on les sensibilise. Et donc, on a formé 5000 femmes à la négociation de rémunération. Et aujourd'hui, grâce au podcast, on a sensibilisé plus de 250 000 femmes en juste une année. Je vous laisse imaginer ce qu'on va faire l'année prochaine et les chiffres qu'on aura l'année prochaine. Et maintenant, en plus que l'on a la version internationale en anglais, l'impact que l'on va avoir. Mais encore une fois, moi je trouve que, et j'adore cette initiative Nego Training et j'espère qu'elle va encore plus se déployer, je trouve qu'elle est formidable et je trouve que plus on est vocal et plus il y a une polyphonie de voix de femmes et d'actions de femmes sur ce sujet et plus on est forte et plus on apprendra aux femmes à déterminer, assumer et défendre leur juste valeur et plus on aura d'impact. Absolument, on partage ici le fait que plus il y aura d'actions et d'initiatives autour de toutes ces questions et effectivement plus on ira vite. Peut-être une question sur votre podcast. Est-ce qu'il y a un épisode de Ma Juste Valeur que vous devriez recommander absolument aux internautes qui nous écoutent ? Alors, la première saison de Ma Juste Valeur, c'est une collection d'épisodes, donc il y a 14 épisodes de 5-6 minutes. L'idée, en fait, c'est de les écouter tous les uns après les autres. Donc, vous faites le calcul. Il y en a, on va dire, pour maximum 2 heures. Hein. Donc, ça peut se faire très bien en une journée. Vous pouvez binger Ma Juste Valeur, la saison numéro 1. Et toutes ces 5 minutes décortiquent, déconstruisent et donnent un outil concret pour aller découvrir sa juste valeur sur le marché de l'emploi, pour mettre en place une dynamique saine et sereine avec son futur employeur ou son actuel employeur, pour aller construire une stratégie de négociation, pour aller déterminer ce que vous voulez, pour découvrir votre fourchette de négociation et de rémunération, pour ensuite vocaliser votre juste valeur avec la bonne sémantique et les bons mots. Et voilà. Donc voilà, cette saison première du podcast est vraiment un outil vraiment qui permet aux femmes en 2 heures d'être sensibilisées et d'avoir le cœur de la formation en une seule fois. Voilà. Voilà, merci beaucoup INSAF. On arrive au terme de cette intervention. On a parlé du podcast, Ma Juste Valeur. Je crois qu'il y a un livre en préparation, ou je me trompe ? Oui, il y a un livre en préparation, il y a une chaîne de télé en préparation. Voilà, on a énormément aussi une maison d'édition. Voilà, on est dans cette volonté-là d'apprendre aux femmes et de balayer tous les pans de leur vie à défendre leur juste valeur et l'assumer. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.majustevaleur.com. Effectivement, il y a le podcast, mais il y a également les formations à destination, évidemment, des particulières, mais également des entreprises, des pouvoirs publics, des écoles et universités, et de tout à chacun. Voilà. Et donc, on guettera la sortie de ce bouquin.